C'était une ambition de marquer Internet. J'étais convaincu qu'un jour, c'était possible d'avec Internet faire de grandes choses et de pouvoir rêver grand. Mais qui c'est ce mec-là? Je me suis presque dit que ce mec-là était sous substance tellement il était énergique au possible. Je me rappelle, il y avait un prof, il avait affiché sa vidéo en classe, tout le monde s'était moqué de lui. S'il y en a qui veulent se moquer, c'est pas grave. Je suis sur le tableau de la classe et prochaine fois, peut-être on sera dans un cinéma, tu vois. Comment c'est possible que le mec fasse ces deux projets en parallèle, Kaizen et Instinct? Je pose la même question, je sais pas. J'étais allé chez Inès pour qu'on travaille sur le manga. Il m'a dit bah écoute, on va travailler sur le scénario et en même temps on va faire une séance de muscu. Cette année, à chaque fois on était entre une dizaine et une quinzaine de projets en même temps. Quand on a fait la vidéo 48 heures zombies, j'avais peur des zombies. Je pensais vraiment qu'il y avait des zombies. Il revient toujours avec un nouveau projet encore plus dingue. C'est déjà arrivé, on sort des idées de concept de vidéo et on se dit mais on n'y arrivera jamais. Ça te donne encore plus envie de le faire parce que tu te dis ok, impossible. Je vais te prouver que c'est possible. Putain, elle a duré 2 heures la vidéo là. Mettez votre pouce bleu, abonnez-vous, c'est parti, ça commence. La première fois que j'ai vu Inox, C'était en live avec Michou. il commençait à faire pas mal de bruit sur Fortnite avec Michou. Je sais pas si j'aimais particulièrement ce qu'il faisait à ce moment-là. En tout cas, j'avais entendu parler parce qu'il faisait du bruit, quoi. Je me disais mais c'est qui ces deux petits c'était à l'époque où ils commençaient à faire parler d'eux. Je me suis dit que très sympa, un peu jeune, puisque moi j'étais déjà quand même plus âgé, j'avais 26-27 ans. Bonne énergie, c'est le truc que je me suis dit, ouais. Moi j'ai découvert au Z-Event, j'ai découvert une pile électrique comme jamais j'en ai vu. Je me suis dit mais qui c'est ce mec-là? Je me suis presque dit que ce mec-là était sous substance tellement il était énergique. Mon père m'a appelé aussi, il m'a demandé. Une énergie en particulier, enfin il y a cette phrase mythique où il dit ouais. On va changer le YouTube game. Maintenant qu'on vous a vu sur Ah là là. t'es sérieux? Et qui sait? On va peut-être devenir des légendes parce que... Ouais, il l'a dit, il avait 15 ans quoi, donc c'est assez ouf. C'est quand je le rencontre que je me dis que ce mec est un peu fou. Je pense que ça m'a plu. Il devait préparer un live avec Michou et je me rappelle que Inès c'était surtout la tête brûlée quoi. C'était le mec qui disait non souvent quand on lui posait des questions. Ah ouais, t'aimerais bien faire le truc comme ça? Il disait non, pas comme ça. Il savait exactement tout de suite ce qu'il voulait. Je l'ai rencontré du coup avec Basile. Moi je lui ai dit écoute frérot, je ne connais absolument rien à ce monde-là. Juste je suis quelqu'un d'hyper déterminé. Il a kiffé un peu l'énergie et quelques jours après il m'a envoyé un message en me disant j'ai du taf pour toi et c'est parti. On avait fait un pile ou face à Dubaï et je m'étais occupée du voyage et du projet. Et donc du coup là j'ai passé une semaine avec lui, avec Michou là-bas et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment appris à se connaître quoi. On n'est pas bien là, Pauline? Le voyage était un peu intense. Au premier abord, et c'était même un peu un avis partagé de plein de gens, c'était ah mais c'est un petit con. C'est un petit con parce que il nous fait chier, il va pas faire les choses comme il faut les faire. Vu de son jeune âge et en même temps, à l'époque, il était pas aussi gros qu'il est aujourd'hui, on se disait bon, il faut qu'il reste à sa place quoi. Oh là 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 là. Ça me tue l'extrait avec Pauline. Parce qu'à l'époque, Pauline, elle était sur le jet ski avec moi, mais je la connaissais pas trop. Je savais qu'elle encadrait le tournage, mais j'avais pas une proximité avec les équipes comme je l'ai aujourd'hui, tu vois. C'était une ambition de marquer Internet. Moi, je suis né dans Internet. J'ai toujours voulu accomplir des choses sur Internet. J'ai toujours voulu transmettre des bons messages, du positif. Moi, je lançais ma caméra, je voulais me faire des potes virtuels, quoi. Je voulais créer des choses parce que j'ai toujours adoré créer depuis que je suis tout petit. J'ai joué à Minecraft. C'est quand même le jeu de la création. Et le digital, le milieu d'Internet, c'était une option pour moi de créer et de pouvoir rêver grand. Mais au début, c'était pas forcément le cas. Tu pouvais pas faire de grandes choses. Et j'étais convaincu qu'un jour, c'était possible d'avec Internet faire de grandes choses. Et je m'étais lancé cette ambition d'un jour essayer de marquer la plateforme comme je peux le faire, à mes moyens, à mon échelle. Ça se trouve, un jour, je réussirai à transmettre quelque chose de beau à ceux qui me suivent. Ça a toujours été mon but de transmettre un message. Pour moi, c'est plus une ambition d'essayer de me dire ouais, je veux devenir une légende. C'est peut-être un peu trop prétentieux. Mais en tout cas, j'ai envie de transmettre des messages, ouais. Est-ce que toi, tu me voyais comme un petit con à l'époque? Non, mais je peux comprendre pourquoi. Ouais, moi je le comprends. Un peu une tête brûlée, qui en fait qu'à sa tête, qui est un peu éparpillé. Comme à l'école. À l'école, j'étais un peu comme ça. J'étais celui qui était éparpillé, qui parlait avec tout le monde, qui s'en foutait. Mais qui entendait, qui écoutait, qui essayait de faire des choses. Et c'est vrai que des fois, j'avais pas la bonne approche. Des fois, j'ai pu me lancer des projets qui fonçaient droit dans le mur. Et il y a des gens qui me disaient non, là, tu vas aller droit dans le mur. Et moi, je disais mais arrête, c'est bon, t'inquiète, on essaye, on verra. Et je pense que ce petit côté un peu dispersif, énergétique, je le regrette pas, parce que sans ça, j'aurais pas pu me lancer des défis, des projets un peu osés, quoi.
Je me posais pas de questions. Je me dis, on va faire ça et on verra bien. J'ai suivi mon instinct, quoi. J'ai envie de te dire, des fois, fallait y aller, faut y aller, quoi. J'étais pas en mode, bon, je vais écrire un plan, élaborer, comment je vais faire. Et les équipes, elles se disent, mais il est fou, ce gars. Il fonce tout droit, il écrit pas, il se pose pas. Et ça faisait très tête brûlée, ouais. T'es tellement énergique, des fois tu fais tellement de choses. J'y repense au Z-Event par exemple, tu vois, le Z-Event c'était un truc de fou. J'ai mis mon âme dans cet événement parce que c'était une opportunité pour moi de marquer quelque chose, de rapporter de l'argent pour des associations, avec ma communauté. J'ai été un peu foufou pendant tout ce week-end du Z-Event parce que je vivais un rêve que je voulais vivre depuis tout petit. Et c'est ça aussi, je pense, qui a permis aux gens de se dire, bon, bah, on va suivre ce gars, il donne une bonne vibe, on va le suivre dans ses délires. Au final, on a réussi à récolter plus de 10 millions d'euros au Z-Event, c'était exceptionnel. Et le surplus d'énergie a un peu payé à la fin parce que je me suis j'ai fait des petites erreurs aussi que je me suis rendu compte au moment même au Z-Event que j'ai pu faire. Et ça m'a permis d'apprendre. Voilà, des fois, on dérape. Et c'est bien aussi de se rendre compte de ses erreurs et d'avancer, et c'est ça aussi. Faire des vidéos et tout, c'était un kiff, et j'ai toujours rêvé travailler de ma passion. Pour moi, le plus beau métier, c'est pas celui qui te rapporte le plus d'argent, c'est celui où tu vas, tu comptes pas les heures. J'avais dit la dernière fois en live, mais un boulanger qui va faire ses pâtisseries, son pain, tous les matins, qui kiffe, bah pour lui, c'est le plus beau métier. Je kiffais faire ça, j'ai pu gagner de l'argent au début, c'était pas des sommes astronomiques. Et en fait, ça, c'est devenu exponentiel. Et plus j'ai fait des projets, bah, plus je devais investir dans ces projets-là. Donc, plus je gagnais de l'argent. Cet argent que je gagnais, je la remettais dans mes projets parce que je kiffais, parce que c'était mon taf et j'avais envie de continuer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je peux largement vivre. Je peux faire vivre des équipes aussi qui bossent sur mes projets avec moi. Et le but, c'est pas de gagner encore plus d'argent, c'est de pouvoir encore faire d'autres projets. Ah, je pense que le petit Inox, il serait heureux. Il serait heureux de se dire que, bah, il rêvait de faire plein de choses. Et aujourd'hui, il a pu le faire. Et je suis content de faire cette vidéo aussi avec vous, parce que ça met en avant aussi les personnes qui ont pu m'aider à arriver jusqu'à où j'en suis aujourd'hui. On était en 6e, c'était le jour Ah mais de la il est venu, rentrée. Jérémy. Et en fait, il avait changé de classe. Il était dans une classe différente. Je sais pas pourquoi il a changé. Ça, c'est mon gars sûr. Après, j'ai déménagé dans sa ville. On a traîné ensemble et on est devenus potes, quoi. On habitait dans un village. L'un dormait chez l'autre. On jouait à Minecraft, Counter-Strike, tous les jeux possibles. Franchement, c'était trop cool. On jouait ensemble, en fait. Juste, il filmait son gameplay et il le postait. On était dans un collège-lycée et donc les collégiens, à un moment donné, c'était un truc de fou. Ils arrêtaient pas de le coller. Carrément, les surveillants, ils devaient intervenir. Je me rappelle, il y avait un prof, il l'avait appris par le biais d'un élève qui lui avait dit. Et il avait affiché sa vidéo en classe. Et tout le monde s'était moqué de lui. Je pense que c'était horrible. J'étais pas présent. Outre les jugements, il a toujours voulu faire ce qu'il voulait. Première, c'est vraiment l'année où il a explosé. Et là, pour le coup, ouais, ça a vraiment changé. Les gens le voyaient d'une autre manière. Tout d'un coup, ils ont vu Inès autrement, en fait. Pendant notre année du bac, je me rappelle qu'on était vraiment proches. On faisait que jouer, on s'arrêtait pas. Il faisait que des lives, mais vraiment, il arrachait ça. Enfin, même les cours, bah, du coup, forcément, il les délaissait. Je me rappelle qu'on sortait beaucoup à 4, parce qu'on est un groupe d'amis de 4 à Orgeval. Et lui, tous les week-ends, il livait, il travaillait. On était un peu triste parce que du coup, on le voyait moins. Mais en même temps, on était content parce qu'on sait qu'il kiffait. Il faisait ça pour lui, quoi. Il a toujours été bon, il a toujours eu des facilités. Il a toujours été curieux dans ce qui lui plaisait. Je sais que SBT, enfin, je sais pas pourquoi, il adorait ça, lui. La jungle, la forêt. Il y a des plantes carnivores chez lui. Enfin, en tout cas, je sais qu'il adorait ça. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est mon ami, il avait une voiturette, voiture sans permis. Et on était 4 dedans, donc 2 dans le coffre, sûrement avec Inès derrière. Et on faisait n'importe quoi. En plus, il pleuvait ce jour-là. Les freins lâches. On se prend une barrière et franchement la voiture elle explose. Nous forcément on se marrait, c'était la voiture de mon pote donc lui non. Ce qu'on avait fait c'est qu'on avait poussé la voiture, on avait marché, je crois qu'on avait pris un Uber et je sais plus, une semaine après mon pote il a prévenu son père qu'il avait cassé la voiture. Mais ouais franchement c'était incroyable. Ah là, bien sûr, je m'en souviens. Bon, on en a fait des petites conneries entre potes. Bah, je pense que tout le monde a ses groupes de potes, fait des petites conneries et tout. Et je me rappelle, il y avait une voiture sans permis. On est rentré dans une barrière. Nous, on était 2 dans le coffre. On voulait pas se faire choper par les flics. On est rentré en Uber. On galérait à trouver des Uber. Tu vois, à l'époque, YouTube, il n'y avait pas YouTube. Tu vois, on n'avait pas de quoi payer le Uber avec une carte ou quoi. Non, et ce qu'on faisait aussi, moi, il y a des anecdotes que je me rappelle, notamment avec Jérém. C'est, je lui disais, ouais, Jérém, viens chez moi. Il venait chez moi, il prenait son ordi, on se mettait à côté et pendant 48 heures, on faisait une LAN à 2 collés avec les ordis et on bougeait pas de la salle, quoi. Et on jouait à Fortnite sans s'arrêter, Counter-Strike sans s'arrêter. À l'époque, c'était Counter-Strike, H1Z1 aussi. On a torché H1Z1 et on faisait des LAN entre nous tout le week-end, quoi. On était des geeks, quoi.
l'amitié, c'est quand même un pilier, tu vois. Et les amis, c'est des personnes qui sont toujours honnêtes avec toi. Et c'est important d'être confronté à la réalité aussi des fois. Tu peux avoir des idées, tu peux faire des choses dans la vie, mais si tu prends pas la vie des autres, si tu te remets pas en question, c'est pas, enfin, toi-même, tu n'as pas assez de recul et tu as besoin d'avoir un entourage qui peut t'aiguiller, qui peut te garder les pieds sur terre. Et mes potes, c'est ça. Mes potes, c'est des gars qui me disent « Ouais, ta vidéo, elle est incroyable. Ouais, ta vidéo, là, c'est éteint, mec. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, là, ton comportement, c'est pas fou. » Et c'est des gars comme ça qui te donnent des bons conseils qu'il faut prendre et qui te permettent de te dire « Ok, non, t'es pas une rosta, t'es un mec comme tout le monde. Garde tes potes, écoute-les. » Et moi, il n'y a pas de jalousie dans mon groupe de potes et c'est ça qui est fou aussi. Ils veulent juste mon bien. Et donc, quand il y a des trucs cool, ils me le disent. Quand il y a des trucs moins bien, ils me le disent. Et ça me permet, moi, de garder les pieds sur terre et de pouvoir même, vis-à-vis de mes abonnés, rester encore quelqu'un avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux avoir une proximité. Je peux peut-être donner des conseils en live, tu vois. J'ai de la proximité quand même avec ma communauté. Et c'est aussi notamment parce que je garde cette proximité avec mes amis. Comme mes équipes aujourd'hui maintenant. Mes équipes, c'est la famille, c'est mes potos, tu vois. Le prof qui montre à ta classe ta vidéo, est-ce que tu t'en souviens, toi? Je m'en souviens très bien de ce moment-là. Et en plus, il montre une vidéo qui me met pas du tout en avant. Tu sais, j'avais un bandana, j'ouvrais une woodbox à l'époque, tu sais, les box avec des figurines et tout dedans. Et je faisais « Ouais, salut tout le monde, on ouvre une figurine !» Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tranquillou. J'ai très envie d'ouvrir là, les gars, j'impatiente là. Et il a mis ça devant toute la classe. Toute la classe se tapait des barres. Mais moi, ça me faisait rire parce que j'étais mal à l'aise de fou, j'étais gêné. Mais d'un côté, j'étais quand même fier parce que je me suis dit, en fait, il y a un an de ça, jamais j'aurais pu avoir ma vidéo sur le tableau. Et rien que ça, dans ma tête, j'étais en mode, ok, c'est qu'on va du bon côté, ça avance bien, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que ça fait parler, on s'y intéresse. S'il y en a qui veulent se moquer, c'est pas grave. En attendant, je suis sur le tableau de la classe, je me dis, et prochaine fois, peut-être on sera dans un cinéma, tu vois. Donc je me dis, c'est un petit pas vers le cinéma, le tableau interactif, tout cinéma. À partir de la seconde, quand j'allais en intercours, tu vois, il y a les couloirs, il y a la récréation, et là, c'était plus possible. Ça veut dire, à la fin des cours, des fois, il y en a qui m'attendaient dans le couloir pour me parler, pour prendre des photos. Dans la récréation, au final, je pouvais plus être avec mes groupes de potes parce qu'il y a des gens, ils m'espionnaient. Enfin, c'était une sensation assez bizarre. Bon, je l'ai pas mal vécu parce que j'ai toujours eu cette facilité à, comme tu disais tout à l'heure, à être un peu énergétique, à être partout, à me voir plein de potes. Donc je m'entendais bien avec tout le monde et il n'y avait pas trop de problèmes. J'essayais de m'ouvrir quand même aux autres. Et mes surveillants, ils regardaient mes vidéos. Il s'appelait Guillaume, c'était un de mes surveillants. Et il venait me voir le matin, il me dit « Alors, c'est comment là, tu vas live ce soir et tout ?» Quand il me mettait 2 heures de colle, il avait le seum pour moi parce que du coup, tu vois, je pouvais pas bosser à côté. Parce que quand je me tapais 2 heures de colle le samedi, parce que j'avais mis des cheat dans les yeux d'un camarade pour rigoler et il était hypochondriaque, il a cru qu'il allait perdre ses yeux. Du coup, il a dit au directeur que j'avais fait ça, je me suis pris 4 heures de colle et je me rappelle, ce surveillant, il était en mode avec moi et putain, je suis désolé, 4 heures, c'est chaud. En permanence, il parlait avec moi et c'était un gars, il me soutenait. Je suis vraiment très reconnaissant avec lui parce qu'il a cru en moi depuis le début. Et il est venu à l'avant-première de Kaizen avec mes profs à regarder le film. Et à la sortie, je l'ai checké et on s'est revus au bout de 6 ans. C'est mon surveillant! C'est mon surveillant d'école! C'était ce surveillant quand j'étais petit qui m'encourageait, quoi. Si YouTube ça avait pas très bien marché pour moi, je pense que je serais resté dans l'audiovisuel et peut-être dans le graphisme ou de la modélisation 3D. J'avais bien aimé quand j'étais petit, j'avais 11 ans. J'avais appris à utiliser Cinema 4D pour faire des persos Minecraft. Il y avait mes premières vidéos sur YouTube, c'est des tutos Cinema 4D. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto Cinema 4D. Donc dans ce tuto Cinema 4D, je vais vous apprendre comment utiliser le Creeperdose Minecraft V8. Et les logos, je faisais des logos, je faisais des miniatures, je faisais des bannières. Donc j'aimais bien tout ce qui était artistique un peu. Donc je pense que je serais resté dans ce secteur-là. Je sais pas vraiment, peut-être graphiste ou peut-être un jour animateur 2D ou 3D ou j'en sais rien. Inox, il n'avait pas forcément une équipe qui était structurée, il n'avait pas une vraie équipe, quoi. Ça faisait qu'au quotidien, il avait quand même beaucoup d'interlocuteurs différents et il s'est dit « Ok, je vais me structurer, je vais créer une équipe ». C'est là que l'arrivée de Mathieu a tout changé en fait pour lui parce qu'il avait vraiment quelqu'un sur qui se reposer, un bras droit avec qui il pouvait tout déléguer. On est un core team de 4 avec Thomas, Ferdinand, Pauline et moi. On remplit ce rôle d'agent à 4 où moi je vais plus être dans le perso d'Inox, le représenter lors de réunions et être vraiment son côté perso. Thomas va être plutôt la prod, Pauline la chef de projet et Ferdinand du coup l'aspect commercial. Et nous le but c'est qu'Inès
lance les projets et que derrière nous, on lui mâche le travail pour que ce soit fait sans qu'il ait la charge mentale qui aille avec. Le premier projet que moi j'ai fait, c'est 24 heures en voiture avec Amine et Billy. Et ce projet-là, il m'a emmené à l'hôpital parce que mon cerveau était en hyperactivité. Du coup, j'ai dû me shooter avec des calmants. Ça a été au début très stressant, mais c'est pas lui qui me l'a mis, c'est plutôt moi qui me suis mis la pression au vu de l'ampleur qu'il avait à ce moment-là, qui au final n'a fait que de croître au fur et à mesure des mois et des années. Mais ouais, sacrée expérience, c'est arrivé. Il aime donner sa chance aux personnes. Moi, typiquement, aujourd'hui, je fais ça, mais j'avais jamais fait ça avant. Et il aurait pu décider de s'accompagner de quelqu'un de beaucoup plus expert, beaucoup plus professionnel. Je pense qu'on a tous un feu à l'intérieur de nous. On est tous portés par cette mentalité-là, ce désir de toujours se dépasser, aller au-delà de nos limites. Il y a un truc qui est assez impressionnant avec lui, c'est qu'il a 22 ans, mais il sait où il veut aller. Et en fait, nous, du coup, ça nous drive tous et ça nous donne tous envie d'avancer et de se donner tous les moyens possibles pour faire en sorte que ces projets se réalisent. Comment nous, on ne peut pas être aussi déterminés que lui? Il est plus jeune que nous. Moi, j'ai 27 ans et j'ai pas fait tout ça. Comment ça se fait en fait que lui soit plus jeune que moi et qu'il arrive à faire tout ça? Il a porté toute une équipe derrière lui et qui nous a poussé à tous se lancer dans du sport à notre échelle ou se lancer des projets perso. Il fait des super gros projets et on se dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire ensuite, et il revient toujours avec un nouveau projet encore plus dingue. On a tous suivi Inès parce qu'on croyait en lui, et de le voir réussir et de voir le résultat des trucs, de voir que ça a fédéré les gens, ça donne vraiment la sensation que ton travail a été utile. Les sacrifices, ils sont vraiment anodins et c'est tellement bien rendu derrière, que ça soit en termes de reconnaissance, à quel point il a su aussi mettre ses équipes en avant. Enfin, en vrai, pas tout le monde aurait mis autant ses équipes en avant comme lui il a fait. Moi, je le fais beaucoup pour mes parents qui regardent souvent les vidéos et c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a tous en fait une raison de le faire et je pense que c'est ce qui marche aussi très bien dans notre groupe. Et en même temps, il déborde tellement d'énergie quand il parle d'un de ses projets que en fait, t'as envie de remuer ciel et terre pour le réaliser, quoi. Ah là là, exceptionnel. Ça fait plaisir d'entendre ça de l'équipe. C'est vrai qu'on se parle pas souvent de trucs comme ça, mais ça me touche vraiment ce petit concept-là. À partir de quand je me suis dit il me faut une équipe autour de moi, à partir du moment où je voulais faire le projet de l'île déserte, pour survivre sur une île déserte, j'ai compris que tout seul ça allait être compliqué. Et même à partir d'un moment, t'as une certaine pression quand même avec YouTube, on peut en parler ici tu vois, mais c'est vrai que quand t'es tout seul et que tu te dis bon moi je dois faire une vidéo par semaine, je dois organiser les vidéos, je dois trouver des happenings dans les vidéos, je dois trouver des nouvelles idées, et que tu dois faire le montage, bon après j'ai délégué le montage à mon ancien monteur que j'avais avant, tu dois faire les miniatures. C'est quand même du taf où t'es un peu multifonction, quoi. T'es couteau suisse. Tu t'occupes de la production, tu t'occupes de la réalisation, tu t'occupes un peu de tout, de comment elle va être cette vidéo finale. Et c'est au fur et à mesure d'évoluer où je me suis rendu compte que tout seul, j'allais pas y arriver, qu'il fallait que je me crée une famille, une équipe soudée. Ça s'est fait petit à petit, quoi. Et à 17 ans, c'est vrai que j'étais un peu une tête brûlée. Je voulais faire ça, mais je captais pas qu'il fallait qu'on soit plusieurs pour le faire, qu'il fallait le faire comme ça, qu'il fallait le faire doucement, qu'il fallait prendre son temps. Le peu d'équipes que j'avais, je les prenais pas forcément en considération, quoi. Tu vois, parce qu'une fois que je suis arrivé à Webedia, il y avait des équipes qui étaient à ma disposition, qui m'aidaient à faire les tournages, mais j'avais pas cette proximité où je me disais putain c'est grâce à eux que je peux faire tout ça. Et c'est à force de faire des projets que t'apprends, t'emmagasines des connaissances et que maintenant, mes équipes c'est un peu le cœur de mon métier. Ah, les erreurs ça fait partie du jeu. Hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs de ma part, il y a eu beaucoup de la gestion de l'être humain. Hein. Tu sais, gérer des êtres humains, gérer une coordination entre des personnes, faire bien les choses, parler correctement. C'était pas facile au début. Moi j'avais 18 ans, j'étais une pile électrique, ou même 19, même 20 ans. Hein. Je me rendais pas forcément compte. Des fois tu parles à des gens, tu te dis bon ça il va pas le prendre mal. Et des fois ils le prennent mal. Chaque personne a son degré de tolérance sur certains sujets. Enfin, chaque personne a sa petite bulle qu'il faut respecter, qu'il faut comprendre. Et surtout, c'est la communication. C'est le plus important. Bien communiquer avec les gens. Et ça, je l'ai compris petit à petit, mais j'ai fait plein d'erreurs. Il y a plein de moments où j'ai pu m'engueuler avec des gens de mon équipe, où des fois j'ai fait des faux pas. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. J'ai dû me remettre en question sur ma façon d'être, sur ma façon de parler aux gens, sur ma façon de gérer mes équipes. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai essayé de changer du meilleur que je pouvais. J'ai encore plein de défauts, mais le but c'est de les gommer petit à petit. Et le jour où, comme par exemple Mathieu t'a dit, il est allé à l'hôpital, c'est parce qu'on était à un moment où on n'était que deux. J'ai recruté Mathieu pour m'aider sur mes vidéos parce que tout seul j'en pouvais plus. Si je voulais évoluer, il me fallait un deuxième cerveau, il me fallait quelqu'un aussi sur qui je peux m'épauler, où je peux respirer et pouvoir avoir plus de créativité, tu vois. C'est un peu comme Luffy à Thriller Bark, tu vois.
quand il prend tous les dégâts et qu'il en donne à Zoro, bah, le jour où je lui ai donné, c'est un mec qui a une vie comme tout le monde, tu vois, qui avant, lui, il bossait à l'usine, donc il avait ses habitudes, il travaillait comme il le pouvait. Et d'un coup, t'arrives, t'as un mec, c'est un autre milieu, c'est un autre fonctionnement, il te donne la moitié de tout ce qui pèse sur ses épaules. Quand t'es pas baigné dans ce milieu-là et dans ces activités-là, et bah tu peux finir en dépression ou quoi, tu vois. Et Mathieu, c'était le cas. Je m'en voulais un peu, je m'en voulais à l'époque d'ailleurs. Et petit à petit, il a appris à contrôler ça, il a appris à se délaisser aussi, à transmettre aux autres équipes qu'on a pu, au fur et à mesure du temps, on a pu agrandir l'équipe, se délaisser un peu de certaines tâches. Ça a permis d'avoir un quotidien un peu plus clean, tu vois. Nous, on se plaint pas, tu vois, c'est le métier, c'est comme ça. Et on veut pas forcément que les gens, ils se disent putain c'est dur ou quoi. Il y a des métiers c'est ultra dur, tu vois, il y a des gens ils se lèvent à 8h jusqu'à 20h, ils font des travaux, tu vois, tu taffes à l'usine, c'est pas facile. On va pas se plaindre de ça, mais c'est pas facile tout le temps. Quand Mathieu je l'appelle le samedi dimanche, je lui dis ouais les 2 jours là on se taille, on travaille tout le week-end, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'horaire, et que le mec il vient sans broncher juste parce qu'il est déter, mais il m'a pas dit ouais j'ai pas de week-end là. Et des fois c'était comme ça au début quand on était mal structuré. Maintenant, c'est bon, on vient le lundi, mardi, mercredi, le week-end, c'est pour le week-end. Et ça s'est structuré petit à petit, mais c'est vrai que c'était pas toujours facile. Ouais. À chaque fois que je bosse avec quelqu'un, c'est parce que j'ai vu cette petite flamme. Mais je vais être honnête avec vous, Interlude, par exemple, c'est un média, il y a plein de médias, j'aurais pu choisir n'importe quel média, mais vous avez cette petite flamme où j'ai vu que vous étiez déterminé, vous êtes jeune. Quand je bosse avec des gens, c'est pareil. Mathieu, il avait cette petite flamme, il savait pas trop comment faire, comment utiliser, il savait pas où aller aussi. Peut-être qu'il sait toujours pas exactement le chemin qu'il veut tracer, mais petit à petit, il va le savoir, tu vois. Et pareil, Ferdinand. Mais ce qu'il faut, c'est prendre les mecs qui ont cette petite flamme et d'avancer avec eux pour qu'elle grossisse et qu'ils deviennent bons. Et pour plein de choses, tu vois, Thomas, c'est drôle parce que Thomas, on a bossé ensemble au début. À un moment, ça collait plus trop. J'ai décidé de plus le garder dans l'équipe. Je me suis dit, ouais, il est pas motivé, j'ai l'impression, je sais pas ce qu'il veut faire. Tu sais, il venait en retard, il était un peu... Et 1 an après, je me réveille un matin et je me dis, putain, il avait une petite flamme, Thomas, tu vois. Il avait un petit truc, il venait au studio, peut-être que c'était pas le meilleur, mais il avait ce truc qui faisait il y avait une bonne ambiance dans le studio, il y avait de l'envie, je sais pas, il y avait une énergie, quoi. Tu vois, c'est un peu instinct, tu vois, le manga qu'on a fait avec Charles et Basile, c'est un peu ce truc il avait une bonne énergie, il diffusait une bonne énergie. Je me suis dit, un matin, j'ai dit, on reprend Thomas. Comme ça. On reprend Thomas. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il est revenu. Et c'est la meilleure décision que j'ai fait de reprendre Thomas. Basile, quand il est venu me voir, celui qui a réalisé Kaizen, il a une flamme de fou, ce mec. Et je la reconnais en moi. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, il a des ambitions de fou. Il veut aller partout, il veut faire tout, il veut marquer les gens. Mais moi, je suis convaincu que tous les gens qui sont derrière cette interview, ils ont cette petite flamme. Il faut juste être curieux, aller chercher. Et il faut pas se poser de questions, tu vois. Faut se mettre en mouvement, aller voir son pote, dire ouais, viens, on se fait un truc tous les deux, on se lance dans un truc. C'est pas toujours facile aussi, hein. C'est pas toujours facile, et des fois il y a les opportunités qui font que il y a cette chance des fois aussi. La chance, faut des fois aller la chercher, tu vois. Amine l'a expliqué dans la vidéo au Japon. Tu vas avoir parce que tu mérites, la méritocratie. C'est vrai qu'en soi il a raison, ça n'existe pas forcément. Mais par contre, on a tous un moment dans notre vie où il y a une opportunité qui va venir et il faut savoir la saisir. J'espère en tout cas que ce que je diffuse à ma communauté, c'est dans ce seul but de leur dire cherchez, regardez. Et un jour, le train arrivera. Et ce sera à vous de jouer, par contre. Il faudra y aller dans le train, tu vois. Pour la notoriété, je pense qu'Inès, il se protège et il se déconnecte un peu de cette réalité-là. Il a toujours ses amis du lycée. Je sais qu'il n'a pas une vie typique comme nous, on peut avoir. Quand il croise des gens, pareil, je sais que lui, il fait plein de photos à chaque fois. Lui m'avait dit que quand il était plus jeune, lui-même, il était fan de youtubeurs. Il était ces gens-là et du coup, en contrepartie, il le comprend totalement. Il prend le temps à chaque fois d'essayer d'avoir le bon mot, de retenir le prénom, de prendre la photo, la signature. Ce qui m'avait vraiment choqué, c'était on était partis en vacances ensemble à l'étranger et ça l'avait reconnu. Là, pour le coup, ça m'avait choqué. Inès, il faisait beaucoup de stories pendant les vacances et les gens nous avaient retrouvés via ces stories. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit waouh.
Et il y a un moment qui, moi, est hyper marquant. Il y a 2 ans maintenant, on a fait une vidéo où Inox découvre les études supérieures. Et moi je lui ai dit, mais écoute, t'es jamais allé en études supérieures. Moi j'ai fait une rentrée en école de commerce et bon, bah, c'est marrant, on fait un week-end d'intégration. On est retourné dans mon école avec Mathieu et Inès. De base, on devait vraiment beaucoup filmer le week-end d'intégration. Mais en fait, à partir de 20 h le soir, ils nous disaient, les gars, coupez la caméra. En fait, on avait briefé tous les élèves de l'école qui considèrent Inès comme quelqu'un de normal. Là, j'ai vu juste Inès Benazouz qui kiffe tout un week-end. Je pense que tout ce qu'il y a à apprendre, tous ces petits moments où il peut vivre comme dans l'anonymat, il faut qu'il les prenne et qu'il en profite à 200%. Je crois qu'il a vraiment bien aimé ce moment-là et moi ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir lui offrir ce week-end comme tout le monde. T'es fou ce week-end, je me rappelle. Exceptionnel. Je ne regrette pas de ne pas avoir fait d'études supérieures. J'ai pu avoir cette chance de faire direct ce que j'ai aimé, de me lancer mes projets à moi dès le début. C'est pas une chance que tout le monde a. Donc non, ça fait partie des sacrifices, entre guillemets, comment moi je voyais les choses futures. J'avais pas envie... Après le bac, j'ai arrêté. J'ai dit, moi je me focus sur YouTube. On verra. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, j'aurai d'autres années. J'ai appris sur le tas. Il y a plein de choses que j'ai appris. Il y a plein de choses que je connais pas. Par exemple, toutes les matières que tu peux faire à l'école, il y a plein de choses que je connais pas parce que j'ai moins de bagages que par exemple mes potes comme Jérémy, lui qui a fait une étude de commerce, donc il connaît plein de choses. Moi, je connais pas, mais par contre, moi, j'ai appris sur ce que j'aimais faire, parce que l'audiovisuel, c'est plein de métiers. Donc, j'ai appris dans le tas directement sur le terrain. C'est 2 visions différentes. Tout ce rapport aux photos, aux gens qui viennent me voir, c'est... je suis là grâce à tous ces gens-là. Hein. Si je peux faire ma petite photo avec un abonné, jamais je serai en mode « Ah, c'est relou de faire des photos ». Des fois, c'est pas les bons moments. Des fois, c'est pas les bons moments. T'es avec ta famille, t'as pas forcément envie. Des fois, t'es avec tes potes, tu tapes des bars, je sais pas moi, t'es en tête dans un restaurant avec tes potes et tout, et là, t'as des gens qui t'espionnent, qui font des photos et trucs. C'est pas forcément cool tout le temps, mais j'essaye de faire un maximum parce que moi-même, j'étais ce gars qui voulait voir son youtubeur préféré à la Paris Games Week. Je rêvais de prendre une photo, tu vois, avec Gotaga et tous les grands streamers youtubeurs de l'époque quand moi j'avais 12 ans. Et ces gens-là, c'est de l'énergie, quoi. C'est comme Sangoku quand il fait le Genki Dama. C'est ce petit mec, plus ce petit mec, plus ce petit gars, plus cette fille, plus ce gars, plus ce garçon, plus cette mère de famille. Tout ça, ça fait une énergie qui te permet de gravir, de créer des projets. Et au fur et à mesure des projets que je fais, je dois pouvoir transmettre quelque chose. J'ai une responsabilité d'apporter du bon et du positif à tous ces gens-là. Mais je peux faire mes courses tout seul, je peux me balader sur les Champs-Élysées tout seul, petite capuche, détente, je passe inaperçu. Bon là, avec tout ce qui se passe dernièrement, notamment après Kaizen, c'est vrai que ça a beaucoup changé. C'est fou, c'est plus que les jeunes qui me suivent, c'est les jeunes, les mecs de mon âge, les darons, les grands-mères. J'étais à une convention, une grand-mère qui a fait depuis minuit, j'arrivais à 14 h, depuis minuit elle faisait la queue pour être là à 14 h quand je suis là. Et la grand-mère, elle avait quoi, 70 ans? Moi, j'ai adoré Kaizen, trop bien, tu vois, c'était gaulerie. Mais oui, t'es tout le temps un peu observé. T'as un peu ce 6e sens où, sans regarder, tu sais qu'il y a des gens qui t'observent. C'est encore là, à Cuba, quand j'étais à Cuba, j'avais pas de caméra, rien. Les mecs arrivaient à m'espionner, tu sais, quand j'étais allé faire un petit entraînement de boxe, les gens m'espionnaient et tout. Mais je me suis dit, jamais il y a un Français qui va filmer quand je suis à Cuba, c'est pas possible. En plus, j'allais à la Bleu Bar, on me reconnaissait même pas. Il y a beaucoup de pour dans le métier qu'on fait. Et il y a aussi beaucoup de contre, tu vois, là, récemment, ce qui s'est passé dans mes maisons, avec cambriolage, les séquestrations, tout ça, ben, c'est pas des trucs très fun, tu vois, pas du tout même. Mais je suis exposé. J'ai fait des erreurs aussi de m'avoir exposé ces 3 dernières années. Quand je fais une vidéo où je monte mes sneakers chez moi, c'est pas la meilleure des idées, tu vois. Mais sur le coup, quand je l'ai fait, je me suis dit, bah, je voulais juste partager à ma communauté que j'avais construit ma maison, mes chaussures. Mais j'ai pris du recul et maintenant, je sais que je pourrais beaucoup moins m'exposer sur les réseaux. Et c'est un truc aussi que les gens, ils aimaient, me voir chez moi, dans ma salle de bain, en train de montrer des trucs, dans ma chambre, en train de faire des trucs, dans mon setup, en bas, dans mon salon. Les gens aimaient bien quand je cuisinais, je montre un peu la bouffe que je... Sauf que maintenant, je peux plus forcément le faire. Il n'y a pas forcément que des gars positifs, des mecs qui veulent ton bien. Et pour protéger ma famille et me protéger, je ne peux plus tout montrer comme avant. Je vais faire des dédicaces sur le stand des produits laitiers au salon de l'agriculture à 14 h. J'ai vu une story d'Inès qui disait qu'il allait être au salon de l'agriculture quelques heures plus tard. Et je sais pas pourquoi, je me suis levé d'un bond. Je suis allé dans une salle, j'ai fait un dessin de lui. J'ai couru jusqu'au salon de l'agriculture, je lui ai donné en disant bah,
si jamais tu veux faire un manga, j'en fais un avec toi. Ils avaient déjà des bribes d'histoire avec Basile. Ce projet, c'est un rêve, mais on n'est pas pressé de le faire, on veut pas le faire pour le faire. Et c'est la rencontre de Charles qui fait qu'il y a ce lancement. Inès me dit, vas-y, on le voit, donc on le rencontre. Le gars arrive costard cravate, tu vois, ce qui est pas trop la culture ici en fait. Inès et Basile m'ont un peu vanné au démarrage, puis après on a parlé dessin, on a parlé histoire, et puis le courant est passé quoi. Ça s'est tellement bien passé que du coup, vas-y, let's go, on part dans l'aventure. Tu es la bonne personne, tu vois. Mais c'était en même temps le moment où il annonçait l'Everest, et je me suis dit, ah ouais, il va avoir du mal à la fois à trouver du temps pour faire un manga et pour l'Everest. Donc sur le coup, je me suis dit, ah, ça va être un peu compliqué. Sur le triangle de travail, le plus choquant, je pense que c'est Inès, parce qu'il passe d'énormément de projets, d'un projet à l'autre. Et c'est vrai que des fois, on parlait de Kaizen, et ça rebondissait sur Instinct, où il y a Charles qui est au studio, qui est donc juste à côté. Et ça crée des discussions où, en effet, les deux projets se faisaient parallèles. Et en fait, j'ai vu qu'il était extrêmement présent, qu'on a pu travailler ensemble, développer tout l'univers. Donc moi, ça a tout de suite été une très belle aventure qui s'est lancée à ses côtés. Comment c'est possible que le mec fasse ces deux projets en parallèle, qu'il fasse Kaizen et Instinct? Je pose la même question, je sais pas. On s'est même fait des calls au camp de base de l'Everest avec Inès et Charles à distance pour se faire « Ok mec, ça veut dire que ça, on s'organise ça comme ça, etc. » Et pareil, Inès, lui, comme il était il avait pas son téléphone, il avait une liseuse avec, il avait pris je sais pas combien de tomes de manga. Et il était vachement dans le rebond de j'ai de nouvelles idées pour la suite, tac, tac, tac. Et donc au camp de base de l'Everest, il a même donné des idées pour toute la suite de l'histoire. J'étais allé chez Inès pour qu'on travaille sur le scénario. Il m'a dit, bah écoute, trop bien, on va travailler sur le scénario et en même temps on va faire une séance de muscu. Et du coup, il me montre comment faire du développé couché et en même temps qu'il me montre et que je donne tout ce que j'ai pour pousser, il me parle des éléments scénaristiques de Aki vs Luna versus la suite, etc. Et du coup, je me suis retrouvé à la fois pousser et en même temps devoir parler du scénario. Et je trouve que ça résume bien Inès, son côté vraiment hyper multitâche et un peu survitaminé. Ouais, c'est vrai que c'était fou cette aventure. Parce qu'il y avait Kaizen, mais il y avait aussi l'aventure du manga. C'est un gros projet qui nous a pris beaucoup de temps, qu'on a bossé tous ensemble. J'ai toujours voulu faire un manga. Avec Basile, on avait eu cette petite idée avec Instinct, mais on n'avait pas encore approfondi le sujet. On voulait juste faire ce manga avec cette thématique, mais on n'avait pas le gars. Et dans ma vie, je suis très dans la rencontre, dans l'instinct. Et c'est pour ça aussi que j'ai appelé Instinct. Quand je vois Charles qui vient me voir en convention et qui me dit « Ouais, Inox, je veux faire un manga, si un jour t'as envie de faire un manga, go !» Mec, tu vois, il y a la probabilité que je lui dise « Viens, on fait un manga », elle est très minime. Mais s'il se serait pas levé un matin et il fait son dessin et il vient à la convention et me le donne, il me dit « On fait un manga », mais jamais on aurait fait un manga. Ça se trouve, même moi, j'aurais même jamais fait de manga. Et au final, t'as un gars qui arrive avec son dessin, Paul cravate, col roulé, 30 piges, alors qu'il y avait, tu vois, que des mecs de 17, 14 ans, tu vois. Et le mec, il arrive, il dit, ouais, moi, j'adore les mangas, je suis fan de les mangas, j'ai trop envie de faire un manga. Si jamais t'es chaud, tu m'appelles. Et sans forcer. Il est arrivé, il a posé son dessin, il m'a dit, ça me fait plaisir, ciao, continue ce que tu fais. Il m'a pas dit, ouais, faut absolument qu'on fasse. Il m'a pas envoyé des messages le jour d'après. Il avait une bonne énergie, il souriait. Et c'était un petit rayon de soleil, tu vois, le mec. Et je me suis dit, il est fou ce gars. C'est à partir du moment où on s'est eu au téléphone, je savais que ça allait matcher. Il dit, ouais Charles, tu peux démissionner, tu viens avec nous. Et une semaine après, il avait sa petite pièce dans le studio pour bosser le manga, on s'est posé et let's go quoi. Charles, le jour où il est venu, jamais il aurait pu savoir que c'est en si peu de temps le manga le plus vendu de l'histoire en France. Et c'est fou, parce que notre but c'était pas ça. Notre but c'était juste d'écrire, de proposer une histoire. Ok, vous aimez, tant mieux, vous aimez pas, c'est pas grave, au moins on a tenté quelque chose. Quand on s'est lancé dans ce projet de manga, c'est comme tous les autres projets que je me lance. Kaizen, je connaissais rien à l'alpinisme. J'y suis allé pour découvrir. Les mangas, moi je connais, c'est ma culture, j'en ai lu beaucoup, j'en ai regardé beaucoup, mais je connais rien. Je sais pas comment ça marche les planches, je savais pas que tu dois mettre les planches qui impactent le plus à droite pour que quand tu tournes la page, ça te spoile pas du moment impactant. Je connaissais pas les règles scénaristiques, comment fallait placer les bulles, combien d'ignes il fallait, pas plus de 4, parce que sinon 5 ça fait trop condensé. Et travailler à 3 c'est pas facile tout le temps. Tu vois, d'écrire un manga à 3 c'est compliqué, sauf que on a de la chance parce qu'on s'entend bien, on est raccord sur tous les éléments et ça fait que ça forme une bonne équipe. Et petite flamme dans chacun d'entre nous et aussi bonne ambiance et bonne aura. Aujourd'hui, il marche aussi parce que y a mon image, tu vois. S'il est autant vendu, je pense que c'est pas parce que l'histoire elle est mieux qu'un autre. Je pense que c'est parce que c'est le manga d'Inox. Mais mon but à moi, c'est pas que ce soit le manga d'Inox, que ce soit le manga de Charles, Basile et Inox qui l'ont écrit ensemble, tu vois. Aux yeux des gens, quand on sort un manga et que on dit ouais les gars j'ai sorti mon manga. En vrai, on est toute une équipe qui a bossé dessus. C'est notre manga, c'est pas le mien, c'est le nôtre.
Et le but, c'est petit à petit de faire comprendre aux gens que non, l'histoire, elle a rien à voir avec moi, et on espère que ça va se pérenniser dans le futur. Et il y a tout aussi cet aspect autour de Instinct, c'était pas que le manga. J'ai toujours voulu faire un peu d'animation, j'avais l'opportunité avec Instinct de le faire, et bah on a appelé Dorian et Julien, on a dit les gars, on va faire 40 secondes d'animé, ça prend combien de temps? Bah les gars, ça prend 1 an. Donc on a dû s'y prendre 1 an à l'avance pour avoir les 40 secondes d'animation d'Instinct. Moi, mon but, c'est que les gens s'attachent à l'histoire, aux personnages, qu'on sorte le tome 2, qu'on est en train d'écrire. Si ça plaît aux gens et que ça marche bien, eh ben, on fait l'anime. L'anime, c'est des millions d'euros pour pouvoir payer des animateurs. C'est 2 ans de travail non-stop, acharné, jour et nuit pour pouvoir sortir les frames. C'est du taf. Et ça, c'est un autre projet où je sais que je vais apprendre des choses. Comment c'est possible que tu aies pu gérer Instinct et en même temps le projet Gaizen? C'est fou, c'est fou. Bah, quand on aime faire, tu vois, son métier ou quand on aime se lancer des projets, on pense pas forcément à se dire ok, il faut que je fasse ça, ensuite je vais faire comme si. Je suis très dans le feeling. C'est vrai, on a fait un peu tout en même temps, mais on était dans le feu de l'action, tu vois. On aime bien ça. Quand on a un petit moment, notre cerveau il pense à autre chose, hop. Ouais Charles, mec j'ai pensé à ça là pendant que je faisais le sommet avec Mathis à Chamonix là. Charles et Basile, ils sont là, ils disent ok trop lourd, vas-y on t'aide, on va améliorer les axes. Parce que tout seul j'aurais jamais pu le faire le manga. J'avais besoin de personnes qui me comprennent et ces gars-là comprenaient exactement ce qu'on voulait et quand je leur ai pitché le scénario, la base de l'histoire, je savais que je pouvais m'appuyer sur eux pour la développer encore plus. J'avais mes petites idées pour scénaristiquement avoir un bon élément, une bonne colonne vertébrale. Et après, Charles et Basile qui me donnaient les conseils, qui me disaient ok, bah on va faire plutôt comme ça, qui m'ont beaucoup aidé. Et au final, on a écrit cette aventure, ce manga tous ensemble. Pour trouver un concept, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit dans le studio, on se dit ah ce serait incroyable de faire une vidéo sur ça. 7 jours sur une île déserte, on s'est dit qu'on pouvait faire autre chose que faire juste rire les gens. C'était un projet dangereux, donc qui pouvait faire peur à ses parents, à ses proches. Tous les jours, il était sur l'île déserte, il disait non je peux pas abandonner, non je peux pas abandonner. Et nous on le voyait qu'il dépérissait et moi j'avais envie de l'aider, tu vois. Je voulais qu'il aille chercher un crabe, qu'il récupère de l'eau. Je voyais qu'il faisait plein d'erreurs, mais parce qu'il avait plus aucune force, mais il tenait que au mental. Quand on a fait 48 heures bunker, le tout premier, on s'est dit ok, enfin on pensait pas que ça allait, la vidéo était très cool, mais on pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Du coup là on a pris conscience que à travers nos vidéos on pouvait passer des messages, apporter un peu de cinéma entre guillemets sur YouTube. C'est déjà arrivé qu'on sorte des idées de concept de vidéo et on se dit mais on n'y arrivera jamais. La vidéo Bugatti contre un avion de chasse, il fallait on organise une course sur une piste du coup homologuée de 2 km pour privatiser, c'est des budgets faramineux. En y croyant, en essayant, en se renseignant, on finit toujours par trouver des solutions. Quand on a parlé des zombies en voiture, on allait au restaurant tous les deux manger un indien. Il me parle de ce projet-là en me disant mais ça serait exceptionnel de se faire courser par plus de 50 zombies. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est mis tous les deux un peu à rêver en se disant oh, ça serait exceptionnel de le faire. Ça a été 5 minutes de peur quand il m'a parlé du zombie et ensuite après c'était que de l'excitation. C'était un des meilleurs débuts de vidéo qui avait pu être fait. On s'est dit ok bon bah du coup maintenant la plupart de ces vidéos peuvent autant fonctionner et ça a été un peu waouh au début. Mon meilleur souvenir moi avec Inox, c'est le moment où il m'a dit, il m'a fait confiance sur le projet des derniers survivants. C'était un projet que moi j'avais depuis 1 an où je lui ai dit écoute j'ai cette idée là, voilà si un jour tu sais pas quoi faire, tu me dis, moi je monte dessus. Et vient un jour il me dit tu te rappelles de ce projet là, je te fais confiance, tu gères de A à Z, t'écris tout et moi j'arrive sur le tournage, je le fais. Et là, je me suis dit, j'ai une chance mais inouïe. Ça reste un de mes plus beaux souvenirs avec lui parce que c'est une preuve de confiance absolue qu'il m'a donnée. J'ai essayé de lui rendre du mieux que je peux et en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé parce que c'est une vidéo des plus vues de sa chaîne, donc c'est trop cool. Les concepts, oh là 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 là, mais c'est ça, hein, des fois ça part d'une petite idée, on se dit impossible, et en fait, quand c'est impossible, c'est possible. Ça te donne encore plus envie de le faire parce que tu te dis, ok, impossible, je vais prouver que c'est possible, tu vois. La vidéo préférée de ma chaîne, sans parler de Kaizen, je dirais une vidéo marquante dans mon histoire, dans ma façon de voir les choses, c'est l'île déserte, parce que ça m'a marqué, c'est la première fois que je vivais quelque chose d'aussi fort. J'ai pas mangé depuis que je suis ici, les gars. J'ai pas mangé à part le mini bout de crabe, mais c'est même pas de la graillance. Et la deuxième que j'ai vraiment préférée, je pense que c'est 48 heures pour survivre à une invasion de zombies. C'était comme dans les films à l'époque que moi je pouvais regarder. Moi je me dis, on a recréé avec l'équipe une apocalypse de zombies. On était en immersion pendant 48 heures. J'avais peur des zombies. Je pensais vraiment qu'il y avait des zombies.
je dormais la nuit et je me faisais réveiller par un bruit de zombie, j'avais l'impression qu'il allait vraiment me manger. Et c'était vraiment la vidéo où j'étais le plus immergé dedans. J'ai peur de sa mère, les gars. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'elle m'a beaucoup marqué et qu'elle m'a beaucoup inspiré pour mes autres concepts qu'on a fait, notamment après le dernier survivant que Mathieu voulait faire, où on était dans une maison à Halloween. Et ce concept-là, Mathieu, il l'a écrit de A à Z parce qu'il me l'avait proposé, et ça partait de tous ces projets, le bunker, et ensuite l'épisode final, les backrooms, tu vois, refaire les backrooms dans la vraie vie et survivre dedans. C'est des vidéos, en fait, où Mathieu kiffe les écrire avec Thomas et des fois Sergo aussi. Et moi, je m'occupe sur ces vidéos-là, je m'occupe principalement de l'intro et de l'outro, donc du début, de l'histoire et de la fin. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Urbex avec les frérots Billy, Michou, Amine, le grand gilet. Et le milieu avec tous les happenings, je les laisse faire pour pas moi me spoil. Et les gens derrière la caméra, ils vivent avec nous et ils essayent de trouver les solutions des problèmes. Les backrooms, c'était toute une énigme et les gens essayaient de trouver les indices. Comme nous en fait, c'est un peu... c'est une expérience et c'est le genre de vidéo que j'ai envie de continuer de faire, qui me font vraiment kiffer parce qu'on vit ces vidéos. On les fait pas, on les vit. C'est vrai que depuis deux années, là, on n'est plus trop dans une question de est-ce que ça va être beaucoup vu, le but c'est de faire mieux, le but... Quand on a fait Kaizen au début, on pensait jamais qu'en 3 mois, elle allait être à 40 millions de vues. C'est impronosticable, et quand on l'a fait, on l'a pas fait pour faire des vues, on l'a fait pour dire Kaizen, on veut transmettre un message. Soit il y a des gens qui vont comprendre et qui vont kiffer, soit il y a des gens qui vont pas kiffer. Mais nous, dans nos têtes, on veut juste faire bien, on veut juste apporter du positif et essayer d'avoir un impact sur les gens qui nous suivent. Ça part d'un projet, ça part d'un concept, ça part d'un what the fuck, imagine on fait ça. Le but, c'est de vivre une expérience, d'innover, découvrir de nouvelles choses. Et via ça, on essaye de... nous, on aime le cinéma, on aime la production, on aime faire waouh. Donc nous, on essaye à chaque fois faire des petites intros scénarisées, d'essayer de faire un peu de la 3D au début des vidéos, d'essayer d'apporter un peu nous notre patte artistique quand on peut le faire. On pense pas forcément à combien de vues ça va faire, mais plutôt est-ce que les gens vont aimer. Personne n'a qu'un modèle, on a tous plein d'inspirations. Hier, on fait la vidéo 48 heures zombies, on s'est inspiré des films de zombies. On s'est inspiré de The Last of Us, on fait les backrooms, on s'est inspiré de Kane Pixel qui a inventé tout l'univers des backrooms. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré, bien sûr. Christopher Nolan, quand il fait Interstellar, ça m'inspire pour mon futur. Ça m'inspire dans l'ambition de ce qu'on peut faire. Faire un film de science-fiction, comme lui il l'a fait, c'est quelque chose que moi je sais qu'un jour je ferai. On fera un Interstellar à notre sauce, tu vois. Je sais pas si ça sera digne du niveau d'Interstellar, mais c'est un objectif de se dire, oh, on a le temps. Il y a des créateurs aussi sur la plateforme qui m'ont beaucoup inspiré. JD, le grand JD, dans sa façon d'expliquer un peu les histoires autour des lieux paranormaux, le mood de ses vidéos, c'est des choses qui m'ont inspiré. Et je l'ai invité d'ailleurs pour Forêt la plus hantée d'Europe. On a essayé de faire une vidéo un peu dans son style à lui. Par exemple, le Gotha, quand il fait des événements à l'époque, le Gotha Gâche aux barrières et tout, c'est des choses inspirantes. C'est gros, c'est huge, c'est oh, il a pu faire ça. Ok, moi aussi, il faudrait un jour que j'arrive à faire des choses comme ça. Donc on s'inspire un peu de tout le monde. J'ai pas forcément un modèle, j'en ai plein et sur plein de milieux différents. Le dernier gros projet où je me suis dit putain ça c'est fort, le GP Explorer de Squeezie c'était quand même balèze d'avoir fait ça, le premier. Je me dis ouais ça c'est puissant, ça c'est quand même un gros truc. Si j'étais pas là c'est que je devais pas être là et il m'avait invité d'ailleurs mais j'ai pas pu, notamment parce que je me focusais sur mes projets à moi et quand je fais quelque chose j'aime bien le faire à 200%. Et à chaque fois que je ne fais pas le GP, c'est pas par non vouloir de le faire, c'est plus je me dis ok, j'ai des projets aussi, et quand tu veux les faire, il y a des sacrifices, donc des fois tu fais pas le GP, mais tu te focuses sur tes projets à venir et tu charbonnes et voilà. On croit savoir que ton prochain projet ça va être The Forest IRL. Tu as commencé déjà un petit peu à le teaser, je sais pas si tu peux nous en parler. Tu penses que c'est le prochain? Vous pensez que c'est le prochain? C'est mon prochain gros projet que j'ai envie de faire. Je sais pas si c'est la prochaine vidéo, mais en tout cas on s'est positionné dessus et c'est une grosse vidéo qui demande beaucoup de préparation, qui demande beaucoup d'équipe, qui demande beaucoup d'écriture, qui demande beaucoup de choses pour qu'elle soit bien faite. Faire cracher un avion et survivre dans une forêt, c'est pas tous les jours quoi, tu vois. Et il faut que ça soit réaliste. Donc c'est ambitieux, mais je suis convaincu qu'on va arriver à le faire. Et quand ça sera fait, on pourra s'en reparler. Mais on travaille dessus, Je sais pas si c'est la prochaine vidéo par contre. On a ce truc de ne jamais s'arrêter, de toujours faire, pas forcément plus grand, mais en tout cas différent.
Différent, ça veut souvent dire mieux. En général, je pense que cette année, à chaque fois, on était entre une dizaine et une quinzaine de projets en même temps. Après Dernier Survivant, il a enchaîné avec le live Fortnite, puis après sur l'écriture des backrooms, puis après sur la validation des dessins d'instinct. Enfin vraiment, il a enchaîné. Ça peut vite avoir des conséquences sur la santé. Et un Inès, pour le coup, lui, le nombre de projets qu'il peut initier en même temps fait que lui aussi s'est pris la leçon parce que, mine de rien, il a vachement enchaîné. Non seulement pendant son entraînement de l'Everest et son métier de youtubeur où il devait faire les deux. Mais je voyais les équipes et je voyais Inox un peu claqué. Il avait des cernes de plus en plus grandes et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à le voir. Arrive un jour où Inox me fait une blague qui est pas ouf, mais qui est pas non plus grave. Et moi, je me braque directement, je vais faire un tour dehors parce que je me sentais pas bien. En fait, juste, c'était trop pour moi. Et en fait, il descend me voir, il me dit « mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui explique tout. Il me dit « mais pourquoi tu m'as pas dit ?» Je me suis dit bah, « ça reste mon boss, entre guillemets. J'ai pas besoin de lui dire que ça va pas parce que le travail, c'est ça aussi. C'est des fois, bah, il a pas besoin de savoir que ça va pas. » Et en fait, dès le moment où il me l'a dit, il m'a dit « mais tu m'aurais dit, en fait, on aurait tout changé. » Je me suis senti presque mal de pas lui avoir dit. Lui était un peu énervé que moi, je lui ai pas dit en me disant « mais on est une équipe, c'est aussi ça être une équipe, c'est se parler, se dire les choses. » Il y a le pro, ok, mais il y a aussi le perso, et quand ça va pas, il faut le dire. Et en fait, à partir de ce moment-là, je lui ai tout dit. Donc moi, j'ai essayé d'équilibrer un peu plus ma vie et de, parfois, plutôt que de rentrer à 23 h le soir, bah, je rentre à 19 h parce qu'en fait, juste, on peut s'arrêter. En fait, le travail, il peut attendre le lendemain, c'est pas très grave. Ça fait partie du jeu, encore une fois. Bah, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas facile. Ouais. Il y a des moments. Bah, après, on n'en parle pas trop. C'est pas quelque chose dont je prends la parole de ces moments-là où, avec les équipes, des fois, ça peut. La surcharge de travail, etc., ça peut te faire partir un peu en cacahuète et des fois tu peux même partir en burn-out à certains moments. C'est vrai que pendant Kaizen, il y a un moment où j'avais enchaîné vraiment beaucoup de trucs et c'était compliqué et j'ai un peu pété un câble. Bah, dans le doc, on le voit un peu et du coup, moi je m'en rendais compte et je me suis dit bon bah faut se focus à fond sur l'Everest. Après j'ai essayé de changer et d'aller dans ce sens-là. Et là, après Kaizen, c'est vrai que là, avec ce qui se passe, bah, il y a eu le après Kaizen. Tu sais, on a fait l'event Squid Game avec l'équipe, on a tout organisé pour que ça se passe bien en live. Il y a eu ça, il y a eu le manga, la sortie du manga avec le voyage au Japon. Là, je suis dans une période aujourd'hui, là, 10 jours avant les vacances, où mon cerveau, il va exploser. Parce qu'il y a eu aussi tous les trucs chez moi, où maintenant, je peux même plus aller chez moi, j'ai plus de maison à cause de ce qui s'est passé. Et c'est plein de trucs qui s'emmagasinent, qui te fait péter un câble des fois, où tu prends plus de recul, où tu fais un peu tout en même temps, où tu peux vite te perdre, où tu peux vite partir un peu en cacahuète. Et ça nous est arrivé à certains moments, et ça fait partie du jeu des fois. C'est un peu une montagne russe, tu vois. Le but, c'est de ne pas chercher cette rupture-là. Avec les équipes, c'est quelque chose de très important. J'ai direct compris que les équipes, eux, faut surtout pas qu'ils arrivent à ce point de chute. Il faut bien gérer, il faut bien parler. La communication, c'est ultra important. Il faut faire les choses en son temps et il faut aussi déléguer, des fois déléguer à d'autres personnes, des fois faire un peu moins de choses, mais voilà, prendre un peu plus son temps. Kaizen, ça m'a permis aussi de ça, c'est prendre mon temps. Et pour 2025, c'est là on fait beaucoup moins de vidéos. Là, on n'a pas sorti de vidéo depuis un mois. On n'en sortira pas pendant 2 autres ou 3 autres mois. Pour faire des belles choses, il faut prendre son temps. Il faut prendre soin de soi. Il faut aussi avoir le recul de pouvoir bien réfléchir, de pouvoir faire les choses bien. Et pour ça, si tu es tout le temps dans le tendu, tu peux pas. Donc on prend notre temps pour pouvoir faire des belles choses et continuer. L'Everest, c'était quand même, dans mon aventure sur YouTube, c'est quand même un de mes plus grands rêves, la sortie de cette vidéo, de tout ce travail avec les équipes qu'il y a eu autour. On a essayé de marquer peut-être une génération, à leur dire essayez, mettez-vous en mouvement, croyez en vous. Peut-être ça a marché, peut-être que non, mais vous aurez appris plein de choses. C'était quand même un des plus gros objectifs que je m'étais donné à faire sur YouTube. Donc c'est sûr que quand tu finis ce projet-là et que tu dis voilà, c'est fini, c'est sorti, tu peux vite te dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Sauf que tout se limite pas qu'à YouTube, tout se limite pas qu'à un projet. Et il y a encore plein de choses à découvrir, plein d'univers à découvrir. Par exemple, il y a eu le manga après Kaizen qui est sorti aussi. Et là, du coup, il y a le manga qui est sorti. Bah, c'est bon, l'année 2024 est finie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, on va faire encore plein de choses. Et aussi, il y a un truc où il faut se dire, voilà, j'ai 22 ans, je suis encore jeune, j'ai plein de choses à faire. Il y a encore plein de vidéos à faire et il y a encore plein de choses à côté des vidéos à faire. Des documentaires, j'ai envie d'en refaire encore. Des films peut-être. Et demain, peut-être qu'un jour, j'arrêterai YouTube et je ferai un film au cinéma parce que ça va me prendre trop de temps à travailler, mais parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je pense qu'il faut juste suivre ses envies
J'ai encore envie de faire plein de vidéos sur YouTube, bah, notamment la vidéo que je t'ai parlé. J'ai aussi plein d'autres projets. J'ai envie de continuer de découvrir des pays, d'essayer de documentariser un peu ça, de vivre des expériences avec les abonnés, de rencontrer aussi ma communauté. Tu vois, les voyages comme j'ai fait à La Réunion, j'ai envie de le faire aussi en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Faire des projets comme ça, c'est un truc qui me fait toujours kiffer. Mais le but, c'est aussi de faire des projets avec l'équipe qui sont voilà, visés aussi plus loin que juste son propre nez et de chercher à s'étendre sur d'autres milieux avec notre vision, avec ce qu'on a appris de toutes nos années pour pouvoir essayer d'apporter notre vision à d'autres milieux. Aujourd'hui, j'ai réalisé plein de choses. Je suis trop heureux avec l'équipe, on a fait tellement de trucs. Bah, un jour, je devrais laisser la place à d'autres gens. Tu vois, dans peut-être 2-3 ans, bah, ça sera à d'autres personnes de réaliser des choses. Et j'ai appris tellement de choses que c'est un devoir de trouver d'autres gens qui ont envie de réaliser des projets et de leur dire « Ok, bah, vas-y, si tu veux, je t'aide. » Et peut-être tendre la main à des talents, des artistes qui veulent eux aussi se développer, comme Charles par exemple, qui a toujours rêvé de faire un manga, c'est des rêves. Pouvoir réaliser les rêves des autres et les tiens en même temps, il n'y a rien de plus beau, tu vois. Si un mec demain, il veut créer une paire de baskets et il a une idée de fou et que moi, ça peut être un rêve aussi, moi, un jour d'avoir une sneakers ou quoi, j'en sais rien. C'est un exemple de tout bête. Et le mec, je lui dis, bah viens, on le fait tous les deux, on développe un truc et on en fait une dinguerie. Ah, c'est trop bien. Il y a plein de trucs comme ça que j'aurais envie de faire. Encore une fois, le cinéma, c'est quelque chose qui me chauffe. On commence avec YouTube, mais c'est pas facile d'aller dans le cinéma. C'est pas facile d'avoir les bonnes idées. C'est pas facile d'écrire des belles histoires. Pour les prochains projets, c'est important aussi de garder cette ligne directive, d'essayer d'apporter quelque chose, d'essayer d'avoir un impact, de faire des choses pour des causes aussi. Il y a des projets où j'ai envie de fédérer la communauté autour de bonnes causes, essayer d'apporter du soutien. Voilà, des projets aussi avec des organisations pour aider peut-être les enfants malades, pour aider peut-être des personnes qui vont pas bien, pour essayer d'apporter du bon, du positif. Le but, apporter du positif. Et moi, j'ai toujours envie d'être proche de la communauté, tu vois. Mais voilà, on va continuer de faire plein de projets. C'est pas moi, je sais les prochains projets qui arrivent. Je les ai dans la tête, mais je peux pas tout dire aussi. Ils sont différents, est-ce qu'ils vont plaire ou pas? En tout cas, moi, c'est des trucs qui me chauffent. C'est des trucs qui me font rêver, donc ça fait rêver aussi les équipes. Donc déjà, si c'est ça, il n'y a pas de raison que les abonnés ne viennent pas avec nous. Le but, c'est qu'ils viennent avec nous, mais qu'eux aussi puissent suivre leur propre voie, quoi. Je l'ai vu avant l'ascension de l'Everest. Et je me rappelle, c'était la veille qu'ils partent. Et ouais, à ce moment-là, pour le coup, il était pas bien, il stressait. Donc j'essayais de le motiver au maximum. Moi, je lui disais qu'il a une chance incroyable de réaliser ce qu'il peut faire. Et justement, qu'il ait cette chance, il peut pas échouer. En fait, il réussissait tout. Et on se disait, même pour la narration du documentaire, c'est moins marrant. Enfin, c'est moins divertissant de se dire qu'il réussit tout et qu'à la fin il y arrive. Les gens vont croire qu'il avait un code triche, tu vois. Je crois peut-être plus en l'énergie du gars qu'au projet à la base. Je sais pas s'il va réussir l'Everest et en vérité c'est un projet qui a plus de risques dangereux qu'autre chose, quoi. C'est vraiment un projet où il y a limite plus de chances que ça se passe mal. On était tous un peu flippés. En vrai, quand il est parti, on était tous là. On s'est dit bon, ok, là on n'a pas de nouvelles pendant 3 mois. Un peu flippant quand même. Oui, puis on entendait tout ce qui se disait dans les journaux et nous on n'avait pas forcément autant de nouvelles. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas l'Everest lui a un peu appris à faire ce petit stop de temps en temps. On a vu presque un adolescent devenir un adulte et même avec nous où l'humain est passé par-dessus parfois le travail où vraiment il nous parlait à cœur ouvert et des fois juste il venait au bureau pour nous demander comment ça allait d'un point de vue personnel. Il a repris ce truc où de temps en temps juste il y a des journées où il laisse son téléphone, il répond pas, il se repose, il fait autre chose parce qu'en vrai finalement il a jamais de jour off ou il a jamais de week-end, quoi. Et c'était un peu l'objectif derrière ce projet-là, c'est le fait de prendre le temps. Il vit depuis qu'il a 16 ans une vie à 1000 à l'heure, il faisait beaucoup de projets. Kaizen, l'objectif c'était de prendre le temps, de mener à bien un projet. Il gardait ce côté gaulerie. Je suis le mec un peu foufou, hyper énergique en live, en vidéo, etc. Mais à côté, maintenant, je sais prendre le temps, je sais faire attention à moi, aux autres et à tous ceux qui m'entourent. C'est vrai que la réussite, c'est quand même une question que tout le monde se pose. C'est putain, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va échouer? Ça peut être une pression aussi de se dire putain, est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai fait tout ça pour au final je me casse quelque chose avant de partir, je peux pas faire le projet, ou au pire j'échoue le projet. C'est ce qu'on a voulu montrer à travers Kaizen, c'est que c'est pas ça qui est important, quoi. C'est tout le chemin, tout l'apprentissage qu'il y a eu, toutes les personnes qu'on a rencontrées. C'était ça qu'on voulait vraiment transmettre avec Kaizen. Et on voulait pas non plus montrer que
Réussir dans la vie, c'est faire des grandes choses. Et c'est pas parce que j'ai monté l'Everest, j'ai réussi plus que toi, par exemple. La réussite, c'est mener à bien ses projets, ses envies. Si demain, toi, tu fondes une famille, c'est une réussite, tu vois. C'est deux trucs pareils, en fait. Il n'y a pas de « Ah, ça, c'est énorme, ah, c'est trop stylé. » Donc, c'est une réussite mieux qu'une autre. Toutes les réussites à leurs échelles, elles sont magnifiques. Et c'est ce qu'on voulait montrer dans Kaizen. C'était à chacun son Everest. Et des fois, il y a des gens qui ont pu comprendre ce message. Il y en a qui ne l'ont pas compris. Il y a eu une vague de plein d'avis après ce projet-là. Notre but, c'est vraiment de dire, voilà, réussir dans la vie, c'est pas faire des trucs de fou tout le temps plus grands, plus astronomiques. Réussir dans la vie, c'est faire ce que tu as envie de faire et essayer d'accomplir des petites choses au quotidien. Tu vois, il y a des mamans, elles s'occupent de leurs enfants. Le matin, elle leur fait leur petit déjeuner, il va à l'école, il rentre, elle s'occupe d'eux. C'est une réussite de fou de s'occuper de sa famille. Tu vois, c'est une réussite aussi belle que de monter l'Everest. C'est vraiment ça ce qu'il faut retenir. Tu te lances dans un projet, c'est une réussite. Tu vois, on dit ouais, je me lance dans un projet, ah, ça va échouer ou ça va réussir. Non, tu te lances dans un projet, t'as réussi, mec. T'y es allé. Je me suis beaucoup investi dans la vidéo du GR20. Quand j'ai vu la vidéo et j'ai vu à quoi ça ressemblait le GR20, ça m'a donné l'envie de vivre cette aventure. Et du coup, j'ai essayé de motiver des potes à moi pour venir avec moi au GR20. Et bon, les uns après les autres, ils m'ont dit « Ah ouais, je suis chaud. Ah ouais, mais en fait, je peux pas, etc. » Et je me suis lancé un peu ce défi cet été, en fait, de partir faire le GR20 tout seul. Et j'ai fait du coup une moitié du GR20 tout seul. J'ai vécu en fait ce que Inès a vécu dans sa vidéo, mais tout seul face à moi-même. Je sais que j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas eu la mentalité Kaizen, entre guillemets. C'est fou, il n'y a rien de plus gratifiant de se dire que le taf que tu fais, les projets que tu te lances, ça peut en motiver d'autres. Ça peut allumer la flamme d'abonnés qui ne savaient pas forcément quoi faire. Et peut-être qu'il y en a qui vont aller au sport une semaine après Kaizen, parce qu'ils ont vu Kaizen, ils vont y aller au sport une semaine et ça va être oublié après. Mais au moins, ils seront allés au sport. Et peut-être qu'il y en a, sur tous ceux qui ont vu Kaizen, peut-être qu'il y en a 1000 qui ont changé, qui ont trouvé ce qu'ils veulent faire. Et peut-être que ces 1000-là, leur vie, elles ont changé. Donc c'est une réussite. Et rien que Thomas qui va faire le GR20 parce qu'il m'a vu faire le GR20 pendant mes entraînements pour Kaizen, bah c'est fou. C'est de me dire que Thomas qui taffe avec moi, ça l'a motivé à lui à se lancer, à se mettre à fond dans le sport et tout. C'est des belles valeurs. Même pas que dans le sport. Il y a des gens qui disent ouais, grâce à toi, j'ai lancé ma marque de vêtements. Tu vois, il y a Mathis qui est à La Réunion, j'étais allé à La Réunion. C'est lui qui m'avait fait visiter l'île. Il m'a dit ouais, j'ai regardé Kaizen, j'ai pris une claque. C'est bon, je crée ma marque de vêtements. Le mec, il avait 0 sous sur son compte, il s'est débrouillé, il a dit c'est bon, je m'en fous, au pire j'échoue, je m'en pas grave. Lui, il a sorti sa marque de vêtements. Tu vois, il l'a fait, il m'a dit merci beaucoup, j'ai sorti ma marque de vêtements et je m'en fous si ça marche ou pas, au moins j'ai fait et je peux voir, je peux découvrir. Pareil, quand j'étais allé à Cuba, avant j'étais allé au Costa Rica, dans l'avion, je croise un mec, le documentaire n'était même pas encore sorti, il me regarde, il me dit gros, je suis trop content de te voir, je suis dans cet avion, c'est grâce à toi. Je dis comment ça? Il me dit ouais, j'ai plaqué toutes mes vacances d'été, je les annule. J'ai pris un billet avec toutes mes économies pour aller au Costa Rica et aider les tortues et les animaux protégés là-bas pendant 2 mois. Voilà, je vais aider pour l'association. Il m'a dit ouais, j'avais envie de le faire, j'osais pas. Et j'ai vu tout ce que tu as fait pour tes entraînements et je me suis dit allez Nick, je lâche tout, je vais tester. Et il était trop content, il m'a dit mec merci. Et c'est fou que je sois dans cet avion et qu'il me voit et qu'il me dit gros, c'est fou, je suis là grâce à toi et t'es dans l'avion. Et tous ces petits signes, c'est tellement représentatif. Ça, c'est des signes du destin. Genre. Et du coup, le mec, je lui ai dit, non mec, c'est toi le GOAT. Je suis trop heureux que tu sois venu me voir et qu'on ait parlé de ça. Franchement, c'est inspirant de fou. Lui, le fait qu'il vienne me voir, qu'il me dise tout ce qu'il a lâché pour faire ce truc de 2 mois sans être payé, juste pour protéger les animaux, je dis, mec, c'est toi le monstre ici, tu vois. Dans 20 ans ou 30 ans, moi je pense que déjà ça sera un mec qui aura plusieurs entreprises et je pense qu'il se sera vachement investi dans la production. Je crois qu'il avait en tête de vouloir faire des films et je pense qu'il est bien parti pour le faire. Pour moi, il y a 2 choix. C'est soit il est au Japon, à Cuba, dans un pays hyper reculé, à la ferme, il se coupe de tout, soit il est en hôpital psychiatrique. Ou sur une île paradisiaque en Thaïlande ou à Cuba peut-être. C'est pas vivre de l'agriculture. Je sais qu'à Cuba, il était très bien. Quand il était simplement posé à faire du riz avec l'agriculteur cubain dont il parlait pas la langue. Parfois, il a un peu des délires, j'arrive pas à comprendre. Il a toujours dit moi je veux finir ma vie dans une ferme, tranquille et tout. Inès, t'es tout le temps à fond. En 20 ans, 30 ans, il sera dans une montagne quelque part. Vous le trouverez jamais. Il sera plus là.
C'est vraiment une question qu'avec les équipes, on se dit, on sera où dans 20 ans, 30 ans? Moi, mon rêve, c'est de finir ma vie isolée avec ma mif, à m'occuper peut-être, tu vois, de mon potager, faire à manger avec les trucs de mon jardin, et vivre un peu coupé, quoi. Fini les réseaux, fini tout ça. Et là, je profite, je vais faire des randos en montagne. Je pense que ce sera ça la fin de ma vie. Mais avant ça, j'ai encore envie d'accomplir plein de choses. J'ai encore de la motivation, j'ai encore envie de faire des choses, j'ai encore envie de transmettre des idées, d'apporter ma vision sur plein de projets. Mais peut-être d'ici, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je sais pas. En tout cas, moi, ma vie, j'ai envie de la finir comme ça, peut-être dans la montagne, avec mon chien. Bah, il sera plus là, malheureusement, mais peut-être un autre. Voilà, j'irai les potagers. Tu sais, c'est fou, hein. Je suis toutes les vidéos de Goran, l'agriculteur, le permaculteur. Je suis tout parce que j'adore. J'adore comment il explique comment il plante ses tomates et tout. C'est tellement simple. J'adore cette vie simple, mais c'est une vie que pour l'instant, je sais que ma finalité, ce sera ça, mais j'ai encore envie d'apporter ce que je peux apporter avec mes équipes. Je pense que ça va se diversifier, ça va essayer de viser autre chose. Toujours dans le game du digital, de la création. Mais peut-être ça sera pas autour de que YouTube, peut-être ça sera d'autres choses, d'autres formats. Ça sera pas renfermé que sur moi aussi. Le futur, faut le structurer, essayer de faire moins de choses, mais essayer de faire de la qualité et de transmettre quelque chose. En tout cas, moi, je sais vers où je veux aller. Mais en espérant que la communauté sera encore avec moi pendant ces prochaines années, quoi. C'est moi qui dois faire l'alarme de fin de vidéo. Ok, attendez, je vais me préparer un petit peu. Je pense que je te le dis un petit peu, mais merci de me tirer et de nous tirer toute l'équipe vers le haut à travers tous tes projets. Merci de nous faire confiance. C'est vrai qu'on se lance parfois dans des projets, enfin tu nous emmènes dans des projets et on se dit bon, est-ce qu'on va réussir à le faire? Et au final, globalement, on s'en sort toujours bien. Donc merci à toi pour toute cette détermination et le fait de nous emmener avec toi dans toutes tes aventures de dingue. Tout le monde n'a pas la chance à mon âge et avec le métier que je fais d'avoir bossé sur un projet aussi gros que ce soit Kaizen ou Instinct. Et puis je le remercie de me faire confiance parce qu'il nous laisse quand même dans les mains des beaux projets. Il m'a vraiment créé une vocation. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler avec toi. Donc ouais, je te remercie beaucoup pour ça et j'espère qu'on va construire des belles choses. Je sais qu'il a une volonté profonde de motiver et d'aider les gens. Et je pense que ça, c'est au fond le plus gros projet long terme à continuer de développer. Et du coup, sur ça, bien joué Inès, à la vista. Moi, j'aime pas dire que je suis fier de lui et tout, mais le fait de dire qu'il booste le moral à des jeunes qui sont malades, juste parce qu'il est lui-même, en fait, moi, je trouve ça vraiment incroyable. Et je sais que lui, ça le touche beaucoup. Je l'encourage à emprunter ce chemin, à faire des projets ambitieux, à se surpasser et donner envie aux gens de réaliser de belles choses, quoi. Il a changé ma vie, il m'a permis de réaliser mon rêve, il m'a permis de m'épanouir professionnellement, il m'a permis de me faire de nouveaux amis, que ce soit lui, mais que ce soit toute l'équipe, Mathieu, Thomas, Ferdi, Basile, etc. Donc ouais, merci d'avoir changé ma vie, globalement. Mais il le sait déjà. Tu sais d'où je viens, tu sais quel milieu m'était, on va dire, destiné. En l'occurrence, tu as changé tout ça, donc merci infiniment. Et encore une fois, comme je l'ai dit durant cette interview-là, prends du temps pour toi, c'est hyper important. Il y a une chose qui n'est pas échangeable, qui ne s'achète pas, c'est le temps. Donc prends le temps pour tes proches, pour ta famille et même pour toi. En l'occurrence, tu as 22 ans et l'avenir est devant toi et l'avenir est devant nous. Et j'espère que cet avenir, on le vivra ensemble. Oh, la petite larme à l'œil de fin de vidéo. Oh là 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 là. Ah, c'est beau, franchement. Merci à toutes mes équipes de tout ce qu'ils m'ont apporté jusqu'à maintenant. Ils ont fait... ils m'ont rendu meilleur. Ils m'ont permis d'évoluer. Et je suis trop heureux parce que sans eux, je serais pas là. Donc, je les remercie. Mais j'espère que eux, ils me suivront encore longtemps. J'espère que eux, ils resteront avec moi pour tous les autres projets qu'on a à faire. Je suis touché parce que franchement, c'est une vraie équipe, c'est une famille, on a créé quelque chose de vraiment fort. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait beaucoup de projets, comme l'a dit Ferdinand, il y a eu beaucoup de réussites. Peut-être qu'un jour on échouera aussi, et j'espère que même dans les futurs échecs, s'il y en a, j'espère qu'on sera toujours ensemble, soudés. Merci à mes équipes, merci à eux de tout mon cœur. La dernière partie de l'équipe, c'est ma communauté, et je voulais les remercier infiniment pour toutes ces années. 2024 qui est quand même... la plus belle année de ma life, tu vois. Tout ça, c'est grâce à eux, c'est grâce à vous, la commu. Vous avez été merveilleux, vous avez été extraordinaires, comme toutes les autres années. Donc je tenais à vous remercier. J'espère que vous serez là, dans les échecs, dans les futures réussites. En tout cas, moi, je vous remercie d'être encore dans le train depuis toutes ces années, de croire en moi et de m'accompagner avec les équipes, de nous donner la force nécessaire pour pouvoir s'envoyer dans des nouvelles aventures. Cette vidéo, elle me permettait aussi de vous montrer que Inox Tag,
C'est pas moi, c'est nous, on est plusieurs, vous êtes dans l'équipe, on est tous ensemble. On se revoit en 2025, prenez soin de vous et merci encore une fois à vous tous. D'ailleurs ça, faut que je le dise, il aimait bien rester dans les salles des classes après les cours. Je sais pas pourquoi, mais juste dit ça comme ça. En permanence. En fait, tout le monde rentrait à 18 h et moi je restais en permanence pour faire mes devoirs. Comme je sais que quand j'allais rentrer chez moi, j'allais faire des logos, du graphisme, ma chaîne YouTube, j'allais développer des idées, etc. Je savais que chez moi, jamais je bosserais. Et bah je restais de 16 h à 18 h. Pour moi, c'était tout le temps 18 h la fin des cours. Comme ça, je faisais tous les devoirs que j'avais à faire en permanence. Quand j'arrivais chez moi, l'école n'existait plus.